Je reprends la parole pour pendant une seconde, saluer la présence de nos amis argentins, ici présents, de Dr Miguel Ciardulo, qui est présent au titre de président de l'Académie de chirurgie argentine. Je crois que vous le connaissez déjà pour un certain nombre. Et son vice-président, le Dr Julio Diaz, qui nous font l'honneur d'être présents dans le cadre des négociations, d'échanges entre nos deux académies qui sont en cours. Merci à vous. Et j'invite maintenant Martine Hübner de nous présenter un nouveau traitement de la carcinomatose péritonéale, le New Kid on the Block, PIPAC. Martin. Qui a volé la télécommande? Merci. Monsieur le Président, chers modérateurs, mesdames et messieurs, donc tout d'abord, merci pour le privilège de parler devant l'Académie française de chirurgie sur la chimiothérapie intrapéritonéale vaporisée sous pression. Je vous fais une très courte introduction sur le traitement standard de la carcinose péritonéale avant de me focaliser entièrement sur PIPAC comme nouvelle modalité. Nos patients avec des cancers avancés désirent un traitement qui est donc efficace, bien toléré et pas trop cher. Et il faut dire que donc au début d'un traitement, cette balance est assez bien équilibrée. Le traitement standard, c'est la chimiothérapie donc IV. On a donc heureusement une large gamme de molécules à disposition. On peut les administrer d'une manière répétitive. Par contre, la concentration dans les nodules reste vraiment faible, on n'a pas de potentiel curatif, on ne peut pas mesurer bien la réponse tumorale parce que l'imagerie est insuffisante. C'est un traitement qui s'associe quand même à des effets secondaires pas négligeables. Par contre, la plupart des patients peuvent être considérés pour ce traitement. Donc, est-ce que c'est le gold standard, le traitement idéal pour la carcinose? Bon, on peut avoir ses doutes. La carcinose péritonéale est quand même un peu spécifique parmi les patients avec un stade 4. Donc, voici les patients avec un stade 4 de cancer colorectal sans ou avec carcinose péritonéale. Les patients avec carcinose, la courbe en bleu, et malgré le fait que les autres patients avaient plus de métastases pulmonaires et hépatiques, vous voyez que la survie était inférieure pour les patients avec une carcinose. Et même des chimiothérapies plus modernes n'ont pas changé beaucoup pour les patients avec une carcinose. Voici des cohortes historiques de Eindhoven, avec très peu de changements dans le cours du temps pour les patients avec une carcinose, avec une survie médiane qui reste assez modeste. Autant plus, il y a à partir d'un certain temps une résistance qui s'installe avec des bénéfices qui sont très modestes, de deuxième, troisième, quatrième ligne, mais avec des effets secondaires qui deviennent de plus en plus importants, ainsi que les coûts. Et quelles sont les raisons? Mis à part la fibrose interstitielle, c'est la barrière entre le péritoine et le plasma qui empêche des molécules administrées par voie systémique d'entrer en concentration suffisamment haute dans les nodules. Ça, c'est un problème pour le traitement systémique, mais de l'autre côté, un propice pour un traitement intrapéritonéal. Et c'est peu nécessaire de vous expliquer ce que c'est la chip, c'est le PD chip ici, et vous êtes tous au courant aussi des bons résultats, survie à 5 ans de 40% pour des patients avec une carcinose, et ça c'est aussi valable pour les patients avec une carcinose d'origine colorectale. Maintenant, les chips, il y a un petit potentiel curatif, quand même, il y a peu de résorption de la chimiothérapie intrapéritonéale dans la circulation. De l'autre côté, vous savez aussi que ce sont des interventions lourdes qui sont greffées d'une morbidité majeure autour de 40%, d'une mortalité autour de 4%. Et il y a aussi deux limitations pharmacokinétiques qui sont très importantes. Notamment une distribution inhomogène
de la chimiothérapie administrée par lavage et une pénétration qui reste très faible et qui nécessite donc une cytoréduction complète. Il y a bien longtemps, donc un physicien allemand décrivait déjà sa loi que les molécules d'un gaz se distribuent d'une manière complètement homogène dans un espace confiné. Il y a quelques années, il y avait aussi deux études qui ont montré que les concentrations de chimiothérapie dans des modèles de carcinose sont vraiment faibles s'ils sont administrés par voie intraveineuse, nettement plus hautes si on utilise chimiothérapie par lavage à des concentrations différentes, et qu'on peut augmenter les concentrations intratumorales nettement par une application sous pression. Les concentrations B et D sont équivalentes. L'approche idéale pour la carcinose serait alors bien évidemment une application de chimiothérapie intrapéritonéale en forme de gaz pour obtenir une distribution complètement homogène et sous pression pour avoir des pénétrations plus profondes dans les tissus. Et en vue d'une application minimale invasive, on peut aussi s'imaginer une application répétitive pour augmenter l'efficacité. Et donc voici, ça c'est le schéma, le concept des PIPAC mis à point par un Vaudois qui a travaillé à Genève et qui est maintenant depuis bien longtemps en Allemagne, professeur Raymond, qui a conduit aussi toute une série des expériments précliniques. Ici, ils ont nébulisé du bleu méthylène chez les cochons. Et vous pouvez admirer cette distribution vraiment très homogène dans toute la cavité abdominale, surtout impressionnant si on regarde le pauvre cochon qui a eu une chip et qui a eu une PIPAC beaucoup plus de bleu qui est distribué beaucoup plus homogène dans la cavité. Ils ont mesuré aussi la pénétration tissulaire, le contrôle du côté droite, le colorant dans le modèle chip très inhomogène et très superficiel, et pour le PIPAC ils ont mesuré une pénétration jusqu'à 7 couches cellulaires, et ça a de fortes implications pour le traitement. Ici, je vous présente un cas du groupe du professeur Raymond, un patient avec une carcinose d'origine colorectale, avec une contre-indication pour une chip. Il a reçu 3 séances de PIPAC. Ensuite, ils ont obtenu un downstaging. Il a pu avoir une cytoréduction complète. Et lors de cette intervention, ils ont prélevé cette grosse nodule de 5 cm de diamètre où ils ont pu constater cette coque fibrotique autour de cette nodule qui a freiné la croissance et qui avait une espèce d'effet anti-angiogénique. Donc il n'y a plus le besoin absolu pour une cytoréduction, pour une grosse chirurgie de debulking avant une procédure PIPAC. On vaporise des cytostatiques. Il y a donc évidemment quelques considérations de sécurité. Il y a 3 niveaux de protection. Il y a le ventre complètement fermé. On peut le vérifier à l'aide de l'insufflateur. On travaille dans une salle d'opération avec un flux dirigé ou laminaire pour avoir une dilution d'une fuite éventuelle qui est très efficace. Et finalement, on applique la chimiothérapie de l'extérieur de la salle. Tout est vérifié par un checklist comme dans les avions. Application télécommandée, ça veut vraiment dire que tout le monde est en dehors de la salle, on regarde par la fenêtre. Vous voyez ici l'injecteur du côté gauche avec la ligne de haute pression. Il y a le patient du côté droit et ici vous voyez juste le début de la vaporisation de chimiothérapie. Donc, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? C'est une nouvelle technique, débutée uniquement en novembre 2011. Presque toutes les applications, presque 1000 quand même, effectuées par le groupe de professeur Raymond, des patients avec une carcinose pré-traitée et avec des contre-indications pour les chips.
Ils n'ont pas arrivé d'entrer dans le ventre chez ce patient multi-opéré dans environ 1 sur 7. Le collectif correspond donc au collectif habituel pour des patients avec une carcinose, environ la moitié d'origine gynécologique, ensuite gastrique et colorectale, un peu moins colorectale parce qu'il y a plus de patients qui étaient des candidats pour une chip. Heureusement, c'est une procédure qui est vraiment safe. Il n'y a pratiquement pas des complications majeures. Les patients, ils ont des douleurs abdominales, des nausées, fièvre, montée de la CRP. Ça, c'est la réaction voulue. L'effet de la chimiothérapie qui fait une péritonite chimique, mais peu de complications majeures. La qualité de vie reste bonne entre les 3 applications ou plus. Et donc une beauté du geste est qu'on peut donc prélever des biopsies durant chaque application, et donc le groupe allemand donc a constaté des réponses donc complètes dans 25% et une réponse donc objectivée dans environ 2 sur 3 ou 3 sur 4 patients. Le mécanisme, c'est donc un mécanisme assez habituel. Donc on peut donc constater par laparoscopie cette transformation gélatineuse, et ensuite des cicatrices, et donc en histologie une inflammation suivie par une transformation fibrotique. L'efficacité, bon, donc pour la survie, ça c'est vraiment préliminaire. La petite série donc des Allemands pour le cancer colorectal, ça donne des survies de 170 semaines. On ne peut pas dire grand-chose. En tout cas, je pense on peut espérer que c'est pas inférieur à ce qu'on obtient par une chimiothérapie. Je passe brièvement sur ce diapo. Donc, on était assez convaincus par les résultats du professeur Raymond. Donc, on a lancé donc ensemble avec lui le programme PIPAC chez nous aussi. C'est une procédure hautement standardisée qui n'a pratiquement pas de courbe d'apprentissage. C'est facile pour le chirurgien, dure donc 90 minutes. Et donc, on dit toujours que les suivis sont longs. Mais donc ici vous voyez que c'est pas du tout le cas. Donc ça c'est la première donc PIPAC. Donc c'est pas donc une opération donc sélectionnée. C'est donc une installation comme pour une cholestectomie avec la colonne du côté droit, l'instrumentiste et l'injecteur du côté gauche. Premier trocar, donc ça c'est la partie la plus donc difficile pour les chirurgiens. Donc je prends normalement l'hypochondre gauche, technique donc open, et introduction donc premier trocar de 10-12 mm sous contrôle direct de la vue, forcément des trocars ballonnés parce qu'on peut pas avoir des fuites. Ensuite, donc on documente le score donc PCI, donc c'est comme en chirurgie ouverte, un peu plus difficile. Donc on a des adhérences, vous le voyez sur l'écran. On choisit l'endroit le plus adéquat pour le deuxième trocar, c'est tout ce qu'il faut. Donc normalement, donc on met un trocar de 5 mm, aussi un trocar ballonné pour les mêmes raisons. Ensuite, on prend des biopsies, donc typiquement des biopsies dans les 4 quadrants, et un bout de péritonectomie pour donc mesurer la toxicité locale du traitement. Donc on a une pince de biopsie standard. Tout est donc relativement simple pour l'installation. Une fois qu'on a prélevé les biopsies, on va se préparer pour donc installer la caméra. On utilise un statif Octopus pour fixer le caméra. Ensuite, on insère la micropompe qui est là pour vaporiser la chimiothérapie liquidienne. La micropompe qui est liée à une tubulure de haute pression. On a donc une housse de laparoscopie autour pour des fuites donc éventuelles. On a fait la checklist, donc ça va relativement vite, mais c'est quand même une checklist sur 2 pages. Donc c'est actuellement en cours, et ensuite on charge l'injecteur, donc on met la seringue avec la chimiothérapie, on le connecte à la ligne de haute pression. L'injecteur est actif, et donc ça c'est maintenant le moment donc magique. Donc c'est vraiment tout le monde qui sort de la salle
l'injecteur clignote, donc vous regardez, donc vous pouvez voir qu'il y a la chimiothérapie qui est actuellement vaporisée. Ça prend environ 5 minutes. Maintenant, l'injecteur ne clignote plus. Donc toute la chimiothérapie est donc vaporisée. On attend 30 minutes. Donc ça, c'est le temps de flottement pour vraiment laisser du temps aux molécules de trouver leur place. Et donc vous voyez clairement qu'il y a donc beaucoup de bruit donc à l'extérieur. Par contre, il n'y a personne dans la salle. À la fin de l'application, c'est le chirurgien seul qui entre dans la salle. Donc on ferme donc l'afflux du CO2. On libère le caméra et on ouvre les deux valves qui vont à la sortie. Donc les gaz vont sortir par le trocar CO2. Ici vous voyez la câble, 2 filtres microparticules et ensuite le CO2 va sortir par la sortie des anesthésistes. Donc c'est un cercle complètement fermé. Hein? Alors, donc chip et PIPAC, donc ça c'est une des premiers patients PIPAC qu'on a fait. Donc vous pouvez donc bien voir donc elle a déjà eu une chip avant. Donc une belle incision Bal-Chiasso, donc comme nous disons en Suisse, avec une colostomie au début, ensuite rétablissement de continuité avec iliostomie de protection. Donc c'était un peu difficile de mettre le premier trocar dans l'hypochondre droite, mais donc on a pu aussi déjà effectuer 3 applications chez cette patiente. Ça marche même après les chips. Donc j'arrive donc aux conclusions. Donc pour la carcinose, il y a beaucoup plus de patients de ce qu'on pense. Il y a donc malheureusement très peu de patients qui sont vraiment des candidats donc pour les chips parce qu'il faut bien les sélectionner. Il y a beaucoup plus de candidats potentiels pour les PIPAC, mais si on regarde les indications, il y a vraiment extrêmement peu de patients qui sont des bons candidats pour les deux. Donc ce n'est pas une concurrence. On a résumé le tout un peu dans un article en langue française dans notre revue médicale suisse. Et donc je suis tout à fait à disposition donc, pour toutes les questions par email et maintenant. Merci bien. Merci Martin. Ce papier va être commenté par Marc Pocard. D'abord, félicitations. Félicitations à l'ensemble des orateurs parce que la chirurgie suisse, elle va bien. Je suis très impressionné. Le journal de chirurgie, cette année, on a choisi de mettre en première page un prix Nobel chirurgien. Donc on a mis un Suisse. Donc vous êtes en première page du journal de chirurgie pendant 1 an. D'accord, Alain ? Ouais. Je pense que vous l'avez largement mérité parce qu'encore une fois, l'ensemble des publications que j'ai vues sont superbes. C'est du travail de pionnier et en même temps, c'est des choses qui sont extrêmement actuelles. Et donc moi, je suis très impressionné. Je pense qu'effectivement le monde de la chip, le monde de la carcinose péritonéale, il est en train de trembler et d'avancer très très vite. Aujourd'hui, on vient de faire chez nous à la Riboisière une chip pour un homme de 78 ans. Voilà, il est en parfaite forme, il n'y a plus de limite au niveau de l'âge, c'est une évidence et je pense que ce que vous avez montré, c'est la même chose. Ça va être votre avant-dernière diapo, il y a la place pour aller chercher d'autres patients que les patients qu'on fait d'habitude. Alors moi je voulais encore une fois vraiment vous féliciter. Et puis c'est vrai que Marc Raymond, qui est le chirurgien qui a inventé ce concept et qui l'a développé, il est un peu suisse. Il est même franchement suisse, même s'il vit en Allemagne. Donc encore une fois bravo. En France on a commencé à s'intéresser à cette technologie, à cette technique, et on est en retard par rapport à vous, puisque nous on n'a pas encore commencé. Alors on s'est posé déjà plein de questions sur comment faire, donc moi j'aurais quelques questions à vous poser, aucune sur l'input que ça peut donner, mais vraiment pour nous, pour avancer. J'ai décidé de venir à cette réunion avec le docteur Ingrid Jouvin, qui est interne dans le service, et Ingrid a passé 2 jours à discuter avec des oncologues médicaux pour essayer d'inventer un protocole pour valider la PIPAC dans la carcinose d'origine gastrique. Nous, on a choisi de commencer à travailler sur les cancers de l'estomac, tellement l'évolution de cette maladie peut être atroce.
Et donc on a beaucoup phosphoré, Ingrid beaucoup aussi, pour chercher un critère qu'on va pouvoir évaluer. Donc ça sera ma première question. Comment on va valider la PIPAC? Comment on va pouvoir montrer aux gens que c'est utile? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, elle est sur le coût. On parle beaucoup du coût. Moi, j'ai été contacté il y a un mois par l'assurance sociale qui m'a demandé si cette technique existait en France. Et j'ai répondu à la personne que j'avais au téléphone qu'à ma connaissance, ça n'existait pas en France. Et donc, elle m'a dit que puisqu'il y avait maintenant des publications, nous allions, nous, assurance sociale française, payer pour que cette dame aille en Allemagne pour être opérée, puisque vous savez qu'en vertu de l'INCa et du projet de prise en charge des cancers en France, lorsqu'une technique innovante n'existe pas chez nous, on doit la mettre à disposition de nos concitoyens. Et donc on a payé pour que cette dame aille à Bochum, en Allemagne, pour être opérée par Marc. Donc ma question, c'est comment vous êtes parti sur le coût au niveau, je sais que la Suisse, c'est pas la France au niveau de l'organisation des soins, mais par contre ça existe. Donc première question, comment démontrer que c'est bon, que ça marche, que ça fait quelque chose? Deuxième question, comment vous vous êtes organisé pour les soins? Et puis ma troisième question qui va être extrêmement provocatrice, mais je pense qu'ici on m'a pas fait venir non plus pour redire ce que les autres disent avant, donc je commence à avoir un peu l'habitude. On a beaucoup parlé il y a 15 ans du chirurgien réanimateur. Quand j'étais jeune interne, j'avais des patrons qui disaient qu'il fallait passer 6 mois en réa pour savoir ce que c'était que la réanimation. Et quand on voyait la mise en place de la transplantation hépatique, on comprenait que c'était utile de comprendre ce que c'était qu'une réanimation. Et donc certains d'entre nous ont fait de la réanimation. Ils sont toujours chirurgiens. Et puis il y a 5-6 ans, on a commencé à discuter des chirurgiens et des endoscopistes. Et puis que finalement, l'endoscopie interventionnelle, ça ressemblait beaucoup à la chirurgie et qu'il fallait peut-être que certains d'entre nous fassent de l'endoscopie pendant 6 mois pour l'apprendre. Et donc ma troisième question, après le coût et la démonstration de l'efficacité, ça va être qu'est-ce que c'est qu'un chirurgien qui fait de la chimiothérapie, sachant que c'est vous qui l'avez prescrit, personne d'autre, et comment vous imaginez la suite et les événements sur le fait que finalement il va falloir apprendre les effets secondaires de la chimiothérapie, à quel moment il faut les donner, pour quelles molécules. On le fait déjà dans les CHIP, on le fait déjà dans les chimiothérapies préopératoires, parce que je peux pas penser autrement qu'à Christophe quand je te regarde, et on est en train de discuter pour savoir à quel patient il faut donner cette chimiothérapie préopératoire avant d'opérer un cancer de l'estomac, et l'équipe de Lille est en train de nous dire que en fonction de la biologie de la tumeur, on va donner ou pas donner. Donc c'est les chirurgiens qui discutent de la chimiothérapie, pas les oncologues. Donc ma question, c'est comment vous allez vous organiser pour développer ça. Merci encore pour cette présentation. Donc merci professeur Poca pour ces commentaires très gentils. Donc pour les 3 questions, donc la dernière d'abord, c'est pas le chirurgien chez nous qui prescrit la chimiothérapie, mais on travaille en binôme. Donc on a une consultation bidisciplinaire, donc je la fais ensemble avec un oncologue médical, donc on voit tous les patients ensemble, et donc c'est lui qui est prescrit. Par contre, donc comme vous le savez, pour l'instant, pour PIPAC, les schémas ne sont pas très créatifs, c'est l'oxaliplatine pour le colorectal, et cisplatine plus doxorubicine pour toutes les autres pathologies, et donc pour l'instant, je pense que c'est trop audacieux de se lancer dans d'autres choses sans avoir déjà prouvé que ça marche. Donc ça m'amène à votre première question. C'est très élégant de prouver l'efficacité par des biopsies. On a le billet d'entrée, donc par la première biopsie, un patient naïf à la PIPAC, mais qui a déjà eu la chimiothérapie systémique. Donc là, on peut déjà mesurer où on était avec le traitement systémique. Ensuite, on a la réponse durant PIPAC numéro 2 et 3. Donc s'il a répondu sur le plan histologique, n'empêche qu'il faut aussi utiliser les schémas, les critères RECIST pour pouvoir comparer avec les autres modalités du traitement. Et donc je pense avec le peu de données qu'on a à disposition, il faut absolument prouver aussi dans nos centres donc la sécurité du traitement et aussi la qualité de vie. C'est exactement ce qu'on fait. Donc on a un protocole pour une phase 2 actuellement soumis à la commission d'éthique, donc tout simple, donc tout mélangé, mais par contre il y a donc surtout 2 protocoles qui seront préparés. Donc ça c'est le traitement néoadjuvant pour les cancers gastriques. Donc ça c'est très excitant, je trouve, surtout pour les HER négatifs.
Et c'est le second look pour le cancer colorectal, donc les patients à risque, donc en analogie à l'étude magnifique de Dominique Elias, où il a constaté une carcinose dans 50% de patients sans évidence, donc à l'imagerie après traitement, donc adjuvant. Donc ça c'est des choses. Et pour les coûts finalement, donc en Allemagne, c'est remboursé. Dans les 3 centres en Suisse qui font ça, c'est remboursé pour l'instant. Donc en tout cas, nous n'avons pas encore eu de retour négatif. D'ailleurs, ça reste donc une chimiothérapie intrapéritonéale. Donc c'est un traitement donc établi. C'est juste le mode d'administration qui est un peu donc innovateur, mais donc a priori c'est pas un traitement donc expérimental avec les drogues donc approuvées. Et le coût supplémentaire de ce traitement, c'est la micropompe qui coûte 2 000 € pour l'instant, mais sinon c'est comme pour une laparoscopie exploratrice. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Oui. Monsieur Valverde. Monsieur Valverde. Oui, félicitations. Nous, quand on a investi pour la CHIP, on s'est posé la question de la sécurité. Est-ce que vous avez mesuré ce qui se passe dans la salle après la PIPAC en termes de produits volatiles, etc. Et puis corollaire, évidemment, voilà une très belle application de la chirurgie télémanipulée, robotique. S'il faut intervenir rapidement, ben, on y est, on est à côté. Donc, ces mesures étaient donc tous effectuées par le groupe allemand autour du professeur Raymond. Donc les règles donc allemandes sont extrêmement strictes. Donc ils ont mesuré donc les concentrations dans le sang et dans l'urine des chirurgiens qui ont fait les premiers 500 donc applications. Il y avait 0. Ils ont mesuré aussi les concentrations aux places de travail des chirurgiens avec des modes de détection extrêmement donc sensibles. Donc c'était une boîte industrielle qui effectuait ces mesures, et en respectant ces règles de sécurité que je vous ai affichées encore une fois, ils n'ont pas pu mesurer des traces. Et franchement, donc pour les gens qui font aussi des chips, donc en tout cas, donc avec la technique donc ouverte, donc là je suis avec ma tête devant cette sauce de chimiothérapie. Les concentrations sont 5 fois plus élevées pour les chips que pour les PIPAC. Donc moi personnellement, donc pour ma sécurité, je suis le plus exposé. J'ai beaucoup plus peur pour les chips que pour les PIPAC. Avec le gong, ça se termine. Il y a encore une question, pardon, j'ai pas vu. François Dubois. Du temps où j'opérais aussi bien en laparoscopie qu'en chirurgie ouverte, j'avais l'habitude de laisser, en cas de chirurgie pour cancer, un antibiotique intrapéritonéal. Et les oncologues m'avaient dit que c'était un péché contre l'esprit, car du fait du métabolisme des cellules cancéreuses, il fallait que la chimiothérapie s'étale sur un certain nombre de jours. Alors vous le faites également, vous, de façon extemporanée. Est-ce que les oncologues ont changé? Est-ce que maintenant une chimiothérapie extemporanée peut être très efficace, ce que vous avez l'air de prouver d'ailleurs? Je n'ai pas tout à fait saisi la question, pardon. Une seule application. Les oncologues m'avaient dit qu'une seule application d'antibiotiques intrapéritonéaux n'était pas efficace parce que du fait du métabolisme cellulaire des cellules cancéreuses, il fallait une chimiothérapie étalée. Oui, et donc pour cette raison, donc on préconise donc un traitement répétitif. Donc pour l'instant, donc 3 applications, mais les groupes allemands donc a fait jusqu'à. Ouais, mais c'est comme la chimiothérapie, et donc ils donnent toutes les 2 semaines. Donc pour la plupart des schémas. Il y a vraiment autre chose qui est très important, c'est l'hyperpression. C'est l'hyperpression. Les drogues, elles vont être capables de pénétrer dans les tissus et après elles vont être métabolisées de façon différente. Donc on pense que l'hyperpression, ça va donner autre chose. Oui, c'est l'hyperpression qui change tout. Mais sinon, vous avez raison, c'est le fait que les cellules sont en G1S et qu'elles sont synchrones. Et c'est ça qui permet que les cellules soient synchrones et qu'on peut après les attraper avec la chimio. Mais les malades que vous avez présentés, ils ont aussi d'autres traitements souvent. Donc, et puis là, surtout, c'est 3 fois de suite avec l'hyperpression. C'est ça le protocole que vous avez monté.